Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de m'avoir proposé de vous présenter cette thématique, la transfusion de plaquettes en périopératoire, quel seuil pour quel bénéfice? Je n'ai pas conflit d'intérêt avec cette présentation en dehors de ce que j'entretiens avec l'établissement français du sang et je vous incite vivement à aller donner votre sang ou vos plaquettes ou votre plasma régulièrement car ce sont des produits qu'on utilise, qui sont très précieux, qu'on utilise très régulièrement. De quoi parle-t-on quand on parle de transfusion de plaquettes? Deux possibilités pour obtenir les concentrés plaquettaires que vous allez pouvoir infuser à vos patients. Le moment du don, on peut avoir un don de sang total à partir duquel on va extraire des plaquettes de différents donneurs pour utiliser une poche de sang de plaquettes poulet, ou bien ça sera obtenu à partir d'un concentré d'aphérèse de plaquettes dans le plasma qu'on va ajouter à une solution additive et qui permettra la transfusion au patient. Donc là, un tiers à peu près au CHU de Toulouse, des concentrés plaquettaires sont issus d'une aphérèse et deux tiers sont issus de plaquettes de plusieurs donneurs. Ce qui est important puisque quand même dans la littérature, on ne va pas comparer toujours les mêmes choses selon qu'on s'adresse à des concentrés de plaquettes poulet ou bien d'un concentré qui est issu d'une aphérèse. Dans tous les cas, la HAS en 2015 a recommandé l'utilisation et la prescription surtout de plaquettes en 0,5 à 0,7 10 exposant 11 pour 10 kg de poids. Donc on ne prescrit plus en unité plaquettaire, c'est le rôle du médecin qui va vous délivrer le produit du centre de transfusion sanguine, de vous adresser ce que vous avez demandé au plus près en fonction des caractéristiques du patient. Donc, renseignez bien le dernier compte plaquettaire, l'heure à laquelle il a été réalisé, le poids de votre patient. De quoi parle-t-on? Quand on parle de thrombopénie, la définition de la thrombopénie est un compte plaquettaire inférieur à 150 gigaplaquettes par litre. On a différents niveaux de thrombopénie, des thrombopénies légères, modérées et sévères, qu'il va falloir manager de façon variable. Ça concerne environ 5 à maximum 10% des patients que vous rencontrerez en périopératoire. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans les cas où vous allez avoir une thrombopénie profonde, telle que celle-ci, 5 gigas par litre, c'est la thrombopénie que vous pouvez rencontrer en cas de thrombopénie d'allure centrale. Quand vous allez passer des plaquettes, perfuser des plaquettes à votre patient, vous attendez un rendement qui est correct et une persistance de ces plaquettes au cours du temps. Par contre, quand vous avez une thrombopénie que vous souhaitez corriger en vue d'un geste et que le mécanisme est périphérique, tel que l'hypersplénisme du patient cirrhotique, on s'attend à une mauvaise recirculation de ces plaquettes et une captation assez rapide. J'en veux pour preuve cette étude qui avait qui avait marqué des plaquettes qui étaient transfusées et on regardait le taux circulant de plaquettes injectées au cours du temps et vous voyez qu'elles descendaient très rapidement pour quasiment disparaître aux alentours de 10% de plaquettes circulantes restantes et en parallèle, elles étaient captées par la rate. Vous voyez, à peine au bout de 5 minutes, quasiment 90% des plaquettes étaient captées par la rate. Pourquoi est-ce important? Parce que ça impacte le délai dans lequel vous allez réaliser le geste. Quand vous avez une thrombopénie centrale, vous avez un petit peu plus de temps à partir du moment où vous avez perfusé pour réaliser le geste que vous voulez faire. Par contre, quand vous avez une thrombopénie périphérique, qu'elle soit liée à une immunisation, qu'elle soit liée à une hypersplénisme ou d'autres mécanismes, il faut vous attendre à ce que très rapidement vos plaquettes soient captées. Et si vous voulez couvrir un geste à risque hémorragique, il faut les perfuser au moment où vous réalisez ce geste. On va aborder dans le sujet aujourd'hui, on va aborder, pardon, dans cette présentation aujourd'hui, les thrombopénies associées, enfin la nécessité de réaliser des procédures percutanées, l'anesthésie neuraxiale, les procédures qu'elles soient à faible ou au risque hémorragique, et on va aborder les patients qui ont une thrombopénie une thrombopathie, que ce soit dans le cadre du traumatisme grave ou de l'hémorragie active, qui parfois débouche vers une thrombopénie, ou parce que les patients sont traités par agents antiplaquettaires au long cours. En premier lieu, on va aborder la prophylaxie du saignement spontané. Finalement, quel est le rendement transfusionnel et le seuil de saignement? Un papier de 2010 au New England qui avait comparé des patients thrombopéniques inférieurs à 10 gigas par litre et qui avait randomisé les patients dans différents bras. Un bras qui recevait une dose faible de plaquettes, un bras dose moyenne, un bras dose haute de plaquettes, et on comparait les patients les uns aux autres. Le critère du jugement principal est un saignement de grade 2 ou plus, ce qui signifie l'apparition spontanée d'une épistaxis, d'un saignement oropharyngé, d'un purpura de plus de 2,5 cm, de méléna, etc.
Déjà, on constate dans notre population qu'on a 2500 patients qui ont nécessité des transfusions lorsqu'ils ont reçu des transfusions à faible concentration, 1900 patients des concentrations moyennes et 1500 patients, donc 1000 de moins, quand ils ont reçu des concentrations plus hautes. Donc, le fait d'utiliser une dose plus concentrée en plaquettes diminue le recours à la transfusion. On voit bien qu'on était dans des patients qui avaient bien leurs critères d'inclusion. Vous voyez que le compte médian de plaquettes était à 9 gigas, même si 75% des patients avaient plus de 16 gigas, par exemple, dans ce groupe. Une autre donnée qui est intéressante, c'est l'augmentation du compte plaquettaire en 10 exposant 3 mm3. Et vous voyez que finalement, le compte augmente davantage lorsqu'on prescrit et qu'on perfuse des plaquettes à grande dose, haute concentration. En revanche, le rendement transfusionnel, 4 heures après, était similaire dans les trois bras, puisqu'on était à peine à 10 de rendement. Ce qui fait qu'au cours du temps, mais finalement, vous perdez le bénéfice, même si vous utilisez des grandes doses de plaquettes. Un autre message qui était intéressant dans ce papier, c'était lorsqu'on s'intéressait en fonction du compte plaquettaire. Ici, vous avez les comptes plaquettaires jusqu'à plus de 100 gigas. Et ici, vous avez le pourcentage de jours passés avec un saignement de grade 2 ou plus. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a quand même un seuil de saignement assez marqué en dessus de 10 gigas, enfin en dessous surtout. C'est-à-dire que les patients qui avaient moins de 10 gigas de plaquettes présentaient 25% d'épisodes hémorragiques 25 jours avec des saignements de grade 2 ou plus par rapport aux patients qui avaient 10 gigas où le survenu de ces saignements était moins important. Qu'en est-il de la pose de cathéter veineux centraux? Chez le patient cirrhotique, j'ai trouvé cet essai contrôlé randomisé qui date de 2019, qui a randomisé des patients cirrhotiques en réanimation qui avaient une indication à la pose d'un cathéter veineux central. Il y avait 3 bras d'intervention. Un bras qui était basé sur des données de Rotem et à partir de certains comptes, on décidé d'initier une transfusion de plasma ou de plaquettes et ou de fibrinogènes. 2 autres bras, un bras avec des tests de coagulation conventionnels et un bras restrictif. Le critère de jugement était le taux de patients transfusés de produits sanguins avant le cathéter veineux central. On s'adresse à des patients qui ont, voyez, un compte plaquettaire qui n'est pas différent selon les groupes, entre 40 000 et 70 000 globalement. Et quand on regarde finalement le taux de concentré plaquettaire de patients transfusés avant leur cathéter central, on voit bien que le bras restrictif a près de 15% de patients transfusés contre 70% dans le groupe thromboélastométrie et coagulogramme. Par contre, quand on regarde les saignements majeurs, il n'y a absolument aucune différence, ni même pour les saignements mineurs chez ces patients-là. Les patients ne sont pas davantage transfusés dans les 24 heures qui suivent le cathéter veineux central. Au final, chez les patients atteints de cirrhose, l'approche restrictive diminuait le taux de transfusion à cause de cathéter veineux central sans pour autant augmenter le taux de saignement significatif. Un autre essai, contrôlé randomisé, qui date de 2023, c'était une étude qui a comparé la transfusion plaquettaire versus pas de transfusion chez des patients qui avaient entre 10 et 50 gigalitres de plaquettes, donc une thrombopénie sévère, sans qu'elle passe en dessous de 10 gigas. Il s'agissait de patients d'hématologie ou de réanimation, et le critère de jugement était l'apparition d'un saignement secondaire de grade 2 à 4, c'est-à-dire un saignement qui nécessite plus de 20 minutes de compression manuelle jusqu'au saignement qui nécessite une prise en charge interventionnelle, chirurgicale. On s'adressait à des patients qui avaient 58 ans d'âge médian, un tiers de femmes et 50% de sites jugulaires internes et vous voyez près de 40% de sites sous-clavier. Il restait 12% de cathéter fémoral et la population se répartissait pour 57% des cas en service conventionnel d'hématologie et 40% en réanimation. Les auteurs trouvent une différence quant à leurs critères de jugement, puisque dans le groupe qui avait reçu une transfusion plaquettaire, on trouvait 5% d'événements hémorragiques contre 12% dans l'autre groupe, avec un effet plus important dans le groupe transfusion pour la protection vis-à-vis du saignement. Par contre, le rendement plaquettaire 24 heures après, vous voyez, n'était pas forcément très élevé. Et on peut s'interroger quand même sur les facteurs associés au risque de saignement, puisque un des facteurs qui ressortait était l'abord veineux sous-clavier, puisque ça majorait clairement le risque de survenue de saignement chez les patients qui n'avaient pas été transfusés.
Au final, cette étude conclut que chez les patients d'hématologie qui sont thrombopéniques sévères, la transfusion d'unités plaquettaires diminue les épisodes hémorragiques de grade 2 ou plus. En revanche, on peut s'interroger quand même sur le grand nombre de patients qui avaient un abord veineux sous-clavier. Et sachant que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je ne mets pas d'abord veineux sous-clavier, même éco-guidé, même expérimenté, chez les patients qui ont une thrombopénie aussi profonde, surtout si j'ai le choix de poser le cathéter ailleurs. Maintenant, on s'intéresse aux gestes neuraxiaux, donc ponction lombaire, anesthésie péridurale. Une fois encore, la littérature est assez pauvre. J'ai retrouvé une méta-analyse qui date de 2018 qui montre bien qu'aucun RCT n'a évalué la transfusion prophylactique chez ces patients avant ce geste. Et finalement, la méta-analyse permettait de faire émerger 3 études de cohorte, dont seulement 2 avaient regardé le saignement comme critère de jugement. Et vous voyez, ces 2 études qui sont difficiles à comparer, puisque la première avait inclus 21 adultes et la deuxième 130 patients, 129 enfants. Aucune étude retrouvée sur l'anesthésie péridurale. Au final, la littérature est pauvre et les auteurs concluent qu'il faudrait près de 50 000 patients pour détecter une différence de 1 à 2 pour 1000 saignements secondaires à la procédure. On a quand même quelques petites données, mais qui sont issues d'études de cohorte ou d'études rétrospectives. Un papier publié dans Blood en 2021 avait regardé finalement l'impact de la transfusion plaquettaire versus pas de transfusion sur la survenue d'hématomes et sur des ponctions dites traumatiques, c'est-à-dire avec des érythrocytes dans le compte de la ponction lombaire. Donc, vous voyez qu'on a 12 hématomes épiduraux qui sont mentionnés sur 17 études au total, et on ne retrouvait pas de différence selon que les patients avaient plus ou moins 50 gigas par litre de plaquettes, mettant ce seuil comme admissible pour réaliser ce type de geste. En revanche, quand on utilisait différentes définitions de la ponction traumatique, on avait des résultats discordants en fonction du seuil de plaquettes et de la transfusion ou pas. Donc, difficile de conclure. Et pas de preuve sur l'intérêt de la transfusion prophylactique. Une autre étude rétrospective sur 2 cohortes, une cohorte de patients thrombopéniques qui n'étaient pas traités par antiagrégants ni anticoagulants, qui n'avaient pas été transfusés, mais qui avaient entre 10 à 50 gigas par litre de plaquettes, et une deuxième cohorte multi-institutionnelle de patients sans thrombopénie, qui avait été appariée et comparée, et finalement, il était dit qu'il n'y avait pas plus de saignement périmédulaire chez les patients qui étaient thrombopéniques. On avait le même taux d'hématome périmédulaire, sans différence. Pas de paralysie, pas d'avantage de paralysie ni de décompression spinale. En revanche, les patients thrombopéniques avaient plus souvent de blood patch que les patients qui n'étaient pas thrombopéniques. Les données de la littérature concernant la thrombopénie et le seuil plaquettaire et la péridurale sont très, très parcellaires. J'ai retrouvé ce papier d'anesthésio de 2017 qui a pris la cohorte MPOG, une cohorte nationale, et a extrait de cela les patientes qui avaient un compte plaquettaire inférieur à 100 gigas, ce qui constituait moins de 1% de la cohorte. C'était aux États-Unis. Et l'outcome principal était la survenue d'un hématome périmédulaire. On s'adresse donc à près de 573 patientes de 30 ans d'âge médian et des thrombopénies qui ne sont pas toutes documentées. Vous voyez, quand même, on a 70% des thrombopénies qui ne sont pas documentées, mais on a des patientes préclamptiques ou qui ont un HELLP syndrome, par exemple, ou une thrombocytopénie gestationnelle. Les techniques utilisées étaient en grande majorité la péridurale, mais on a aussi la rachis-anesthésie ou de la périrachie. Vous voyez que la majorité des patientes qui ont eu un geste neuraxial l'ont eu avec un compte plaquettaire supérieur à 75 gigas, mais on avait quand même une proportion de patientes qui a pu être analysée et qui avait eu un geste neuraxial en dessous de 75 gigas de plaquettes. Alors, pour essayer de conclure, étant donné qu'aucun hématome nécessitant une compression chirurgicale n'a pu être mis en évidence, ils ont comparé les données de cette extraction à d'autres databases bien plus larges en essayant d'appréhender les seuils de risque, et les auteurs concluent finalement en ne citant que les seuils supérieurs de les intervalles de confiance à 95%, ce qui est critiquable, mais qui permet de discuter et de réfléchir. Et vous voyez que lorsque le compte plaquettaire pour une péridurale était inférieur à 50 gigas, la borne haute de l'intervalle de confiance à 95% est de 11%. Par contre, en dessus de 70, on tombe à 0,2. Je n'ai pas plus de données à vous fournir quant à ces seuils, mais on a le sentiment, et c'est pour ça que c'est recommandé, préconisé. Plus de 75 gigas à 80 gigas est un seuil plutôt sécuritaire pour la réalisation de ce type de geste.
Un mot sur l'anesthésie régionale et la thrombopénie. On sait que le risque essentiel de ponctionner pour faire une anesthésie loco-régionale et que le patient est thrombopénique est le risque d'hématome avec compression nerveuse ou transfusion et risque de prise en charge chirurgicale ou radio-interventionnelle. Il y a très peu de données dans la littérature, clairement pas d'essais contrôlés randomisés sur ce thème. Et quand on trouve des revues qui s'intéressent finalement à l'anesthésie loco-régionale chez les patients à risque de saignement, on est systématiquement rapporté vers des case reports qui, en plus, vous voyez, ont fait état, par exemple, de bloc paravertébral ou de cathéter chez des patients thrombopéniques, mais vous voyez qui étaient quand même au-dessus de 50 gigas. On n'est pas sur des thrombopénies profondes à 20 ou 30 gigalitres. Ça reste des situations rares hein, pour lesquelles probablement nous avons d'autres alternatives possibles. Et si nous avons des alternatives qui existent, il ne faut pas réaliser ces blocs superficiels. Si on n'a pas le choix, le bloc superficiel peut se concevoir bien sûr sous couvert d'éco-guidage. Les blocs profonds sont clairement à éviter. Il faut dans tous les cas peser la balance bénéfice-risque et en discuter de façon pluridisciplinaire. Concernant d'autres procédures, j'ai voulu quand même vous présenter des résultats, même s'ils sont rétrospectifs, sur des procédures sur les voies aériennes. Ici, un papier qui regardait la sécurité chez les patients de réaliser une bronchoscopie avec LBA chez les patients thrombocytopéniques. Et on voit que sur une série de 150 patients thrombopéniques à moins de 100 gigas par litre, en regardant transfusion prophylactique ou pas de transfusion, finalement, le taux de saignement et d'événement était le même, quel que soit le compte plaquettaire inférieur à 100 gigas. Bien sûr, il y avait moins de bronchoscopies réalisées quand le compte était de plus en plus bas, mais quand même. Et parmi les saignements et les épisodes hémorragiques qui étaient mentionnés, finalement, ils étaient tellement minimes que selon la classification britannique de la Société pulmonaire et thoracique, c'était les saignements qui n'étaient pas considérés. Donc la procédure est sécuritaire même en cas de thrombopénie et le seuil proposé par la Société savante est à 20 gigas par litre pour ce type de geste. Vous trouverez la même chose d'autres sociétés savantes qui ont catégorisé leurs gestes en risque minime, modéré ou élevé, voire très élevé selon les procédures réalisées. Et que pour la majorité des procédures oncologiques, chirurgicales ou invasives, radio-interventionnelles, le seuil semble se situer entre 40 et 50 gigas par litre de plaquettes. Vous voyez, pour réaliser des myélogrammes ou retirer des cathéters veineux centraux, ça peut être fait jusqu'à 20 gigas. Dans tous les cas, les auteurs insistent souvent pour l'obtention, avant réalisation du geste, d'un compte plaquettaire pour vérifier qu'on a bien obtenu le compte plaquettaire que l'on souhaitait avant de réaliser le geste. Ce qui pose la question finalement de la perte de temps associée au prélèvement, à l'adressage vers le laboratoire et au rendu du résultat, même si ça peut être rendu en moins de 10 minutes, le temps d'acheminer le produit. On a vu que les plaquettes, surtout lorsqu'il y a un mécanisme périphérique de thrombopénie, vont être rapidement captées, séquestrées ou antagonisées par des anticorps. Et ça pose la question de savoir est-ce qu'on refait des plaquettes si on doit réaliser ce geste, est-ce qu'on le retarde ou bien est-ce qu'on fait quand même le geste avec la transfusion plaquettaire, avec le risque, si on retransfuse, bien sûr, d'augmenter le risque d'allo-immunisation du patient. Je termine cette présentation par le traumatisme et les antiagrégants plaquettaires. Concernant le choc hémorragique traumatique, je vous représente l'étude Proper, paru en 2015 dans le JAMA. Il s'agissait de traumatisés sévères qui avaient une prédiction de transfusion massive. C'était un essai pragmatique qui était néanmoins contrôlé, randomisé, de 12 trauma centers aux États-Unis qui comparait des hauts ratios transfusionnels avec des plaquettes, des plasmas et des culots à un bras bas ratio, sans plaquettes et moins de plasma et tout autant de culots. On regardait la mortalité H24 et à J30 et les patients, vous voyez, étaient randomisés dans la demi-heure, avant même une demi-heure, donc ça allait très vite. Et pour des comptes plaquettaires, vous voyez, qui n'étaient pas bas, puisque la médiane de comptes plaquettaires était à 213 et 212 gigas. Il n'y avait pas de différence concernant ni la mortalité à H24 ni la mortalité à J30. Cependant, quand on regardait les patients qui étaient décédés d'exsanguination, donc les chocs hémorragiques et pas les traumatismes crâniens, on constatait que dans le groupe qui avait eu un haut ratio, on avait une diminution significative de la mortalité. Cette étude plaide pour des hauts ratios, plaquettes, plasma, culot, et on avait quand même une diminution de la mortalité par exsanguination. Alors, ce qui est important, c'est cette deuxième étude qui est parue en 2019, qui a regardé un sous-groupe des patients, c'est-à-dire les patients qui ont reçu uniquement le premier pack.
avec, je vous rappelle, des plaquettes par rapport à l'autre groupe qui n'avait pas reçu de plaquettes. Et ils ont ajusté également les facteurs de confusion, puisque on s'est amendé aussi de la différence de plasma, parce que je vous rappelle que le premier groupe avait 6 plasmas et le deuxième groupe avait 3 plasmas. Ils ont regardé la mortalité toute cause à H24 et J30. Il s'agit maintenant de 130 patients dans chaque groupe avec des comptes plaquettaires variables. Et quand on s'affranchit du nombre de plasmas transfusés et qu'on regarde la mortalité à H24 et à J30, on a une différence significative plaidant en faveur de la transfusion plaquettaire pour ce qui est donc de la diminution de la mortalité. Donc, c'est une étude quand même qui enfonce encore le clou vis-à-vis des hauts ratios transfusionnels d'un choc hémorragique traumatique qui nécessite une transfusion massive. Un dernier mot, la place de la transfusion plaquettaire pour la réversion des antiagrégants plaquettaires. Voici les différents antiagrégants plaquettaires auxquels les patients vont être confrontés dans notre vie de tous les jours et leur demi-vie. Vous voyez que la demi-vie de l'aspirine ou du clopidogrel sont moins d'une heure. Par contre, quand on va sur le ticagrelor, qui a une demi-vie déjà proche de 7 heures, il faut voir que son métabolite a une demi-vie encore plus longue, ce qui explique la difficulté de réversion de cet agent qu'on peut avoir. L'aspirine, des études ont déjà montré que la transfusion préopératoire corrigeait les fonctions plaquettaires lorsqu'on utilise une transfusion de plaquettes pour vraiment viser de correction de l'inhibition plaquettaire induite par l'aspirine. Concernant le clopidogrel, la correction est davantage partielle, ce d'autant que le patient a une prise proche et il faut majorer les doses de transfusion plaquettaire par rapport à ce qu'on passerait pour l'aspirine pour réverser l'effet antiplaquettaire. La prise de prasugrel, le prasugrel a un métabolite lui aussi actif, vous voyez, jusqu'à H6, qui rend la transfusion inefficace dans les 6 premières heures suivant sa prise. La correction est partielle ensuite lorsqu'on apporte un certain nombre de plaquettes non inhibées. Le ticagrelor, c'est encore plus difficile puisque la demi-vie de son métabolite actif est augmentée et il inhibe les plaquettes tout juste transfusées lorsqu'on est dans les premières 24 heures de la prise du ticagrelor. C'est difficile de réverser l'effet du ticagrelor. En conclusion, je vous ai mis ici la synthèse du BJA quant au seuil plaquettaire admissible et vous voyez le niveau de preuve. Le niveau de preuve est fort pour la prophylaxie du saignement spontané, on l'a vu, le 10 gigalitres. Par contre, on a un niveau de preuve et un niveau de recommandation pardon, qui est assez variable, avec la majorité des recommandations qui reposent sur des preuves, des études de faible qualité ou de qualité modérée, et qui fait que parfois, on y va un peu au doigt mouillé. En conclusion, je dois prendre en charge un patient thrombopénique. Je m'interroge sur le mécanisme. Est-ce qu'il est central ou périphérique? Si c'est dans le cadre d'une pathologie oncohématologique, je dois viser les 10 gigas par litre pour m'éloigner du risque de saignement spontané. Pour la pose d'un cathéter veineux central, 10 à 50 gigas par litre et je peux discuter la transfusion éco-guidée par un opérateur expérimenté. Et dans tous les cas, on évite la borsou-clavier à mon sens. Pour ce qui est endoscopie bronchique, LBA et gastroscopie, on peut aller jusqu'à 20 gigalitres sans risquer de saignement significatif. Et la majorité des procédures invasives de chirurgie ou de radiologie ont des seuils qui sont précisés, préconisés par les sociétés savantes, ce qu'il est important de relire. Pour la ponction lombaire, l'abord rachidien en PL ou rachis, 50 gigas et la péridurale plutôt aux alentours de 80 gigas. Pour la neurochirurgie, on va se situer à 100 gigas par litre et le choc hémorragique avec saignement contrôlé, 100, voire un peu moins. Les dernières recommandations ne retrouvent plus ce seuil pour les 100 gigas pour le choc hémorragique avec un saignement non contrôlé, plutôt aux alentours de 50. Pour un choc hémorragique post-traumatique avec prédiction de transfusion massive, il va falloir dans tous les cas privilégier les hauts ratios, quel que soit le compte plaquettaire initial du patient. Et pour les gestes urgents sous anti-agrégants plaquettaires, il faut tenir compte du médicament qui a été administré, de sa demi-vie, de l'heure de prise. Et on peut tenter une neutralisation par la transfusion plaquettaire dont l'efficacité sera différente selon le médicament qui a été pris. Je vous remercie.